Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire d'information sur l'élection des conseillers consulaires sur la circonscription de Boston. Nous sommes l'équipe des Français de Nouvelle-Angleterre et nous sommes là pour vous donner quelques informations à la fois sur l'élection et sur notre équipe, qui nous sommes, quels sont nos engagements. Et nous avons aujourd'hui la participation exceptionnelle de Corinne Narassiguin, qui est donc porte-parole du Parti socialiste et qui est également notre ancienne députée des Français d'Amérique du Nord. Donc Corinne, bonsoir. Bonsoir à tous. Et donc Corinne va intervenir. Vas-y, désolé. Non, je disais, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Merci Corinne. Donc au programme ce soir, on va discuter donc, de l'élection des conseillers consulaires. On va parler de notre équipe et de nos engagements. Donc cette vidéo est enregistrée et sera disponible sur notre site internet françaisdenouvelle-angleterre.org. Et vous pouvez poser vos questions à tout moment via la boîte à questions qui se trouve dans le panneau à droite de l'interface de webinaire. Donc il suffit d'enregistrer vos questions là-dessus, de les envoyer et nous pourrons les lire en direct au fur et à mesure qu'elles arrivent et nous essaierons donc d'y répondre. Donc sans plus attendre, nous pouvons commencer et Corinne, je vais te laisser la parole pour que tu nous parles un petit peu plus de l'élection en elle-même. Alors cette élection, c'est une nouvelle formule. On avait jusqu'à présent des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Il y a eu une réforme qui est intervenue l'année dernière et qui change le rôle de cet élu local, puisqu'il en fait un véritable conseiller élu de proximité. Auparavant, par exemple, sur Boston, vous étiez représenté par des conseillers à l'AFE qui représentaient en fait les Français de la côte est des États-Unis, donc toute la côte est, de la Nouvelle-Angleterre jusqu'à la Floride. Il y avait 5 conseillers. Et maintenant, avec ce nouveau découpage et cette réforme, cette nouvelle responsabilité, nouvelle définition du conseiller consulaire, vous serez représenté uniquement pour les Français qui dépendent du consulat de Boston, donc tous les Français de la Nouvelle-Angleterre, vous serez représentés par 3 conseillers. Donc c'est un rôle d'une plus grande proximité qui permettra de mieux prendre en compte vos préoccupations locales et de mieux vous représenter auprès des autorités françaises. Donc le rôle du conseiller consulaire, c'est d'abord et avant tout la représentation des citoyens lors de comités consulaires. Donc ce sont des comités qui seront présidés par le consul général et qui seront organisés plusieurs fois par an pour les bourses scolaires, pour l'aide sociale, pour la formation professionnelle, pour aussi, le cas échéant, des problèmes de sécurité. Les conseillers consulaires seront aussi en contact permanent avec les autorités consulaires dans un rôle consultatif pour s'assurer que les problématiques des Français sont bien prises en compte. Lors des comités consulaires, donc, il y aura le conseiller général qui sera le président, il y aura les 3 conseillers consulaires pour la région de Boston, pour la Nouvelle-Angleterre, et il y aura aussi de manière ad hoc la possibilité d'inviter des personnalités qualifiées sur des sujets particuliers. Par exemple, pour l'aide sociale, il pourrait y avoir des personnes qui sont administrateurs à la Caisse des Français de l'étranger, par exemple, comme c'était déjà le cas jusqu'à présent. Les conseillers consulaires sont aussi de grands électeurs. On a 12 sénateurs qui représentent les Français de l'étranger. Et comme vous savez, en France, les sénateurs sont élus par les élus locaux. C'est une élection indirecte. Et donc, ce sont les conseillers consulaires qui rempliront ce rôle. Il y en a en fait 443 des conseillers consulaires qui seront élus à travers le monde. Donc, 3 pour Boston, 37 pour la totalité des États-Unis. Donc en fait, ça aussi, c'était important dans cette réforme, d'avoir un collège électoral plus important pour les sénateurs. Parce qu'auparavant, dans l'ancienne formule, avec l'ancienne Assemblée des Français de l'étranger, on avait uniquement 155 conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger pour élire 12 sénateurs.
Maintenant, on va avoir 443 conseillers consulaires pour élire ces 12 sénateurs. Donc, c'est un rapport qui est plus conforme à ce qu'on peut trouver en France. Et donc, c'est une plus grande démocratie, une plus grande représentativité démocratique pour les sénateurs également, ce qui est très important. Il y a des dates importantes, bien sûr, à retenir pour ces élections. Aujourd'hui, depuis ce matin, vous pouvez voter par Internet. Vous avez dû recevoir les informations pour le code de vote et votre mot de passe, déjà par le consulat, donc par courrier et par SMS éventuellement. Et le vote électronique se termine le 20 mai, le mardi 20 mai à 6 h du matin, heure de Boston. Donc assurez-vous que vous avez votre ordinateur à jour. Il y a des informations qui sont disponibles sur le site de la liste et aussi sur le site du ministère des Affaires étrangères. Il y a aussi un service de support technique si vous avez des problèmes, qui est fourni par le ministère des Affaires étrangères pour pouvoir voter par Internet. Et bien sûr, il y a aussi le vote à l'urne. Le vote à l'urne a lieu le samedi 24 mai de 8 h à 18 h. Donc les bureaux de vote sont indiqués aussi sur le site du consulat en général. Et d'ailleurs, si vous souhaitez aussi voter pour les élections européennes qui ont lieu le même jour, il faut dans ce cas-là choisir de voter à l'urne. Vous pouvez voter les deux en même temps, et pour les élections consulaires et pour les élections européennes, donc à l'urne le 24 mai. Et lorsque vous votez à l'urne, vous pouvez voter aussi par procuration si vous n'êtes pas, si le vote électronique ne vous convient pas et si vous ne pouvez pas vous déplacer le 24 mai. Donc voilà pour cette élection, et puis si vous avez des questions supplémentaires, on pourra y répondre plus tard. Merci beaucoup Corinne pour ce passage en revue donc de l'élection et donc de tous les points importants à retenir. Donc maintenant on va passer un petit peu à notre équipe. Qui sont les Français de Nouvelle-Angleterre et qui est inclus dans cette équipe? Donc je suis tête de liste, Sylvain Bruni. Donc moi ça fait maintenant près de 11 ans que je suis aux États-Unis. Je vis à Medford et je suis ingénieur dans une entreprise de recherche et développement qui fait de l'aéronautique et du militaire. Et donc, moi, ça fait déjà donc, pas mal d'années que je suis impliqué dans beaucoup d'associations, que ce soit la Chambre de commerce franco-américaine, avec Boston Accueil, AMAF, Français du Monde ou autres. Et donc, moi, c'est un des aspects que j'aime beaucoup ici à Boston, c'est donc la participation dans une communauté française qui est quand même très très active, et donc participation aux élections donc depuis de nombreuses années, parce que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on est quasiment en élection permanente, et donc ça permet de rencontrer donc les Français de la Nouvelle-Angleterre, de la région de Boston, et de faire ce qu'on peut pour améliorer un petit peu toute la vie de la communauté ici. Je vais également présenter les autres membres de notre équipe. Donc en numéro 2 sur la liste, nous avons Valérie Philippon, qui elle est à Boston depuis 20 ans et elle est consultante en affaires médicales et en communication. Donc elle est arrivée à Boston en tant que post-doctorante et a passé plusieurs diplômes ici. Et donc depuis, elle travaille dans des entreprises pharmaceutiques ou ce type de domaine biopharma qui est évidemment très développé sur Cambridge, Boston. Et Valérie est une des membres fondatrices du Café des Sciences de Boston, qu'elle anime régulièrement. Alors Valérie est également conseillère du commerce extérieur de la France et elle est membre du French American Biotech Springboard, qui est donc un comité au sein de la Chambre de commerce franco-américaine qui rend donc des services dans le domaine de biopharma. Ensuite, en numéro 3 sur la liste, donc nous avons Benoît Denis, qui est arrivé à Boston avec sa famille en 2000. Donc Benoît est consultant informatique donc dans une entreprise ici
à Boston, et il est très impliqué donc dans la vie associative également. Il a 2 enfants âgés de 14 et 17 ans qui sont bilingues et qui sont scolarisés donc dans le système américain. Donc il a l'expérience directe donc d'avoir des enfants qui participent au système éducatif américain, mais qui en même temps conservent la culture française et la langue française. Donc ensuite, nous avons en numéro 4 sur la liste Frédérique Delay-Péala, qui est consultante dans le domaine événementiel et qui est originaire de Grenoble. Donc elle est à nouveau à Boston depuis 5 ans. Elle avait déjà fait une expérience d'expatriation avant, puis était rentrée en France et puis est revenue ici. Elle a également 2 enfants qui étudient à la fois aux États-Unis et au Canada. Donc évidemment le profil d'une famille très internationale et bien implantée ici à Boston. Nous avons en numéro 5 sur notre liste Hervé Husson, qui lui est chercheur et à Boston depuis 1997. Donc il travaille à Genzyme Sanofi et il est spécialiste de la recherche de thérapies innovantes pour les maladies rénales. Et donc Hervé est également un sympathisant Europe Écologie Les Verts. Personnellement, je suis au Parti Socialiste et c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné depuis le début, mais donc notre liste est soutenue par les différents partis de gauche. Il est important pour nous donc d'avoir une liste qui représente les différentes composantes de la gauche et donc Hervé est le représentant de ELV sur la liste. Et enfin, last but not least, on a Sophie Normand, qui est donc numéro 6 sur la liste, et qui, elle, est professeure de français au lycée international de Boston. Donc elle est là depuis un bon bout de temps, puisque d'abord, entre 95 et 98, elle a été expatriée à Washington, puis est rentrée 4 ans en France, puis est revenue sur la région de Boston. Donc Sophie a participé à la création de l'EFGB, l'éducation française Greater Boston, qui est un programme d'after school pour les enfants donc, en langue française. Et elle est très active dans la communauté française, en particulier au sein du club théâtre, dont elle fait partie donc, en tant qu'actrice et metteur en scène. Donc voilà, l'équipe des Français de Nouvelle-Angleterre, donc des profils divers et variés, mais toujours très impliqués dans la vie de la communauté française et francophone à Boston. Et donc si vous avez des questions sur nous, sur nos expériences, etc., n'hésitez pas à les poser et nous y répondrons. Voilà, on peut passer maintenant à nos engagements, donc les différents thèmes sur lesquels la liste s'engage, donc devant les électeurs. Alors évidemment, le poste de conseiller consulaire, c'est un rôle qui reste consultatif auprès du consulat, mais nous pensons qu'il est important d'exprimer notre positionnement, on va dire, politique sur un certain nombre de dossiers et de dispositions qui donc, ont un impact important sur la vie des Français à l'étranger. Et donc, nous avons ici listé 6 domaines différents, donc l'enseignement, les retraites, la santé, l'état civil, la vie pratique et la fiscalité, dans lequel nous défendons des positions qui sont soit similaires à celles des autres listes, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de sujets où on est tous d'accord pour défendre la même chose, ou qui peuvent parfois être un petit peu différents parce que justement nous défendons en tant que liste de gauche un certain nombre de valeurs de solidarité, de justice sociale, d'égalité et d'équité, qui donc, parfois nous amènent à avoir des positions donc, qui sont différentes de nos adversaires et donc des listes de l'UMP par exemple ou de l'UFE. Donc, par exemple, dans le domaine de l'enseignement, nos 2 engagements principaux, c'est de soutenir la diversité de l'offre éducative et de favoriser l'accessibilité des cours à distance. Donc, sur la diversité de l'offre éducative, on est à Boston, dans une région qui est très développée, qui a beaucoup de programmes en langue française accessibles donc, aux Français de Nouvelle-Angleterre, alors que ce soit, donc, comme on a dit, les programmes FLAM, donc français langue maternelle, comme le FGB, mais aussi des programmes d'immersion dans le système scolaire américain. Donc il y a plusieurs programmes dans plusieurs villes en Nouvelle-Angleterre. Il y a aussi des maternelles qui sont bilingues, donc pour les enfants
les tout-petits. Il y a des classes, des écoles homologuées, donc on a parlé du lycée international de Boston, mais il y a également l'école française du Maine, il y a l'école franco-américaine du Rhode Island, donc il y a quand même un certain nombre d'options, et nous pensons qu'il est important que toutes ces options soient connues de la communauté, parce que toutes les options ne conviennent pas à tout le monde, et donc il faut vraiment que cette diversité soit reconnue et encouragée, pour que chaque famille et chaque enfant puisse avoir accès donc au programme éducatif qui lui convient. Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup d'évolutions récemment sur l'éducation, en particulier sur les bourses qui sont attribuées donc aux familles qui en font la demande. Alors nous, une des choses que nous défendons, c'est que la réforme des bourses scolaires doit continuer, mais en particulier pour être plus juste, les différents coefficients de calcul, en particulier reliés au coût de la vie, doivent être mis à niveau de ce qu'ils sont réellement, parce que c'est vrai que le système actuel peut exclure un certain nombre de familles de la classe moyenne, alors que pour un certain niveau de revenu qui est, on va dire, dans la moyenne vu le niveau de vie à Boston. De même, les plans 401K sont actuellement compris dans le patrimoine mobilier dans le calcul des bourses, et nous pensons que ça ne devrait pas l'être parce que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire aux États-Unis et qui donc n'est pas forcément un patrimoine vraiment mobilier au sens où le calcul des bourses se fait. Concernant l'accessibilité des cours à distance, nous, ce que nous proposons, c'est que le CNED pousse encore plus la disponibilité des cours pour les enfants et même d'ailleurs les adultes à l'étranger, et en particulier que les cours soient gratuits pour les familles qui ont des revenus très modestes, justement pour que l'argent ne soit pas un frein à l'éducation. De même, nous pensons qu'il est important que, en tant qu'élus, les conseillers consulaires fassent la promotion de ces différentes offres d'outils d'enseignement à distance. Donc, au-delà du CNED, il y a aussi l'organisation France Université Numérique. Il y a un certain nombre de cours qui sont disponibles sur Internet, et cette promotion-là, nous pensons qu'elle est importante. Alors ensuite, deuxième gros thème sur lequel on est beaucoup interrogé, ce sont les retraites. Alors nous avons une expérience importante d'accompagnement des Françaises et des Français de Nouvelle-Angleterre qui souhaitent déposer des dossiers de retraite, donc nous depuis plusieurs années, avec les conseillers et les conseillères AFE au niveau de la côte est américaine. Donc nous avons aidé beaucoup de personnes à effectuer les démarches. Et donc nous pensons que c'est quelque chose qu'il faut évidemment continuer, et donc nous nous engageons à le faire. Il y a un certain nombre d'améliorations cependant qui peuvent être faites, comme par exemple la simplification des procédures pour l'attestation de vie. Donc ça, c'est un document qui est nécessaire pour faire un dossier de retraite, et il n'y a pas forcément une bonne synchronisation entre le moment où on peut obtenir cette attestation et le moment où les pensions de retraite peuvent être versées. Donc si on peut améliorer ici la logistique de ce genre de procédure, ça permettrait d'éviter à ce que des retraités qui ont donc un droit à une retraite et quelques mois sans pension. Et aussi un gros dossier, c'est la totalisation des droits à la retraite. Alors il y a des accords fiscaux entre la France et les États-Unis pour qu'il y ait une totalisation donc, de la retraite dans les deux pays, donc que les années travaillées en France et par exemple aux États-Unis peuvent être cumulées pour donner un droit d'accès à la retraite. Nous pensons qu'il faut aller plus loin, en particulier sur la totalisation quand les gens ont travaillé dans plusieurs pays, au-delà de 2, donc par exemple des gens qui sont passés d'abord par Montréal et qui ont travaillé au Canada après avoir travaillé en France, et puis suite à leur expatriation aux États-Unis, ils travaillent aux États-Unis maintenant. Et donc là, pour le moment, c'est difficile d'avoir vraiment la totalisation sur toutes ces périodes de travail. Donc nous pensons que ça, c'est quelque chose qu'il faut améliorer. De même, il y a encore des améliorations à faire sur la totalisation pour les employés de la fonction publique, qui ne sont pas sous le même régime et qui sont sous un régime qui est
plus désavantageux par rapport au domaine privé. Et donc nous pensons que là aussi un effort doit être fait pour améliorer ce système. Donc voilà, au niveau de la retraite, encore une fois, c'est un domaine qu'on connaît très bien puisqu'on y travaille depuis un certain nombre d'années, et il y a encore des améliorations à faire, et nous avons donc des propositions spécifiques pour ça. Alors au niveau de la santé, là encore, il y a pas mal de programmes et de choses qui sont disponibles pour les Français de Nouvelle-Angleterre, mais les gens ne sont pas forcément toujours au courant de quelles sont les solutions qui leur sont disponibles pour obtenir une couverture de santé. Donc il y a par exemple donc, la Caisse des Français de l'étranger, et il y a une catégorie 3 aidée dans la Caisse des Français de l'étranger qui spécifiquement s'adresse aux personnes aux revenus faibles, et qui est vraiment une bonne solution d'aide à la couverture médicale. Et donc ça, c'est important de le faire savoir et que les Français qui pourraient en bénéficier le sachent. De même, la cotisation Medicare B, qui donc est ici spécifique aux États-Unis, c'est quelque chose qui devrait être pris en compte par la Caisse des Français de l'étranger, justement pour aider en particulier donc, les retraités défavorisés. Alors il y a aussi, comme tout le monde le sait, la nouvelle loi Obamacare sur la couverture médicale au niveau américain. Alors il n'y a pas encore, on ne sait pas encore quel est exactement l'impact de Obamacare sur la couverture française, en particulier la CFE ou les mutuelles complémentaires françaises, mais c'est un dossier que nous suivons, et dès qu'on aura de l'information qui doit provenir du gouvernement américain sur l'application de Obamacare à ce genre de service, dès qu'on aura l'information, c'est quelque chose que nous relayerons auprès des personnes concernées, parce que c'est encore une fois très important ici d'être évidemment en phase avec la législation américaine, mais aussi pouvoir obtenir les bénéfices nécessaires et dus aux Françaises et aux Français de Nouvelle-Angleterre. Alors en termes d'état civil, là aussi c'est quelque chose pour lequel il y a eu des améliorations récemment, mais on peut encore améliorer la situation. Donc par exemple sur la facilitation des démarches administratives, quelque chose qui pourrait aider beaucoup de Français, c'est l'extension de la durée de validité des actes d'état civil. Ça permettrait donc d'éviter à faire de très longues distances en voiture, voire en avion pour aller au consulat et refaire des papiers, si justement donc les cartes d'identité, les passeports peuvent être éventuellement avoir une durée de validité plus longue. De même, la réduction des délais d'obtention des certificats de nationalité. Alors c'est sûr que c'est pas forcément contrôlable en local, il y a aussi tout le travail derrière du ministère des Affaires étrangères, mais la position d'un conseiller consulaire qui permet d'exprimer un petit peu les attentes des Français élus donc sur la circonscription de Boston et sur les délais qui sont encore longs, ça permet toujours de pousser un petit peu et de faire un petit peu pression pour que les choses se décoincent plus rapidement. Donc ça c'est quelque chose dont on est tout à fait conscient, parce qu'on a beaucoup de retours des Français de Nouvelle-Angleterre qui ont affaire à ces délais et ces problèmes. Enfin, sur le rapprochement des services consulaires, alors on a pu constater sur Boston une réduction du nombre de tournées consulaires. Donc ça, c'est quand par exemple le vice-consul ou d'autres membres du consulat vont dans les différents États en dehors de Boston, pour aller à la rencontre des Français et établir des papiers ou faire circuler l'information, rencontrer les Français. Donc là, suite à la réduction des crédits du ministère des Affaires étrangères, évidemment, beaucoup de ces tournées consulaires n'ont pas eu lieu dans les dernières années. Et donc, une méthode pour améliorer ça, c'est évidemment utiliser les conseillers consulaires pour distribuer l'information, pour être présent en personne dans le Vermont, dans le New Hampshire, dans le Maine, dans l'ouest du Massachusetts, dans le Rhode Island, mais aussi faciliter l'utilisation de la valise itinérante. Donc ça, c'est une valise on va dire technologique qui permet un certain nombre
de choses comme par exemple la prise d'empreinte pour les documents d'état civil. Et donc ça permet vraiment de rapprocher le service consulaire aux Français donc, qui se trouvent en dehors de Boston et donc d'éviter des délais supplémentaires. Et nous, c'est vraiment quelque chose auquel on tient beaucoup parce qu'il ne faut pas que la distance empêche l'expression complète de la citoyenneté française. Donc nous nous engageons également à être le relais auprès des Français et des citoyens donc des dates, des différentes tournées consulaires et des possibilités qui s'offrent aux Français pour justement rentrer en contact avec le consulat quand il y a des déplacements de ce type. En termes de vie pratique, donc nous faisons 3 propositions spécifiques ici. La première, c'est d'accueillir et d'informer nos compatriotes à l'arrivée dans la circonscription de Boston. C'est vrai que on n'a pas forcément toujours la visibilité sur qui est nouveau ou pas, mais et il n'y a pas on va dire, de point d'entrée, on va dire officiel, pour qu'un nouvel arrivant puisse avoir un petit peu une orientation aux différentes associations qui existent, aux différentes représentations. Donc par exemple par les conseillers consulaires, mais également par les députés, les sénateurs, etc. Et donc nous proposons pour justement faire des réunions d'information ainsi que des webinaires sur justement ce type d'aspect qui est important pour les nouveaux arrivants. Au-delà de ça, c'est l'information vraiment qui est centrale, qui doit être diffusée auprès de tous les citoyens. Il y a un déficit d'information parce que tout le monde ne peut pas parler de tout, parce qu'il n'a pas forcément la crédibilité ou la position pour informer sur un certain nombre de sujets. Par contre, les conseillers consulaires, en tant qu'élus locaux, ça peut rentrer dans leur prérogative justement de distribuer l'information et d'exprimer tout ce qui se passe dans la communauté. Et donc nous proposons de faire ça à travers, donc encore une fois, des réunions d'information en personne dans les États de la circonscription, mais également donc, des webinaires en ligne comme celui-ci, avoir un site internet donc, qui relaie toute cette information, par exemple un calendrier sur tout ce qui se passe dans la Nouvelle-Angleterre, et également donc des infolettres qui seraient donc envoyées régulièrement aux électeurs. Pour nous, c'est vraiment la promotion ici de la solidarité et de l'esprit de communauté entre les différents citoyens de Nouvelle-Angleterre. Et nous pensons également que être très actif dans ce domaine pour faire circuler l'information, ça permettra également la mise en relation avec les acteurs socio-économiques dans la communauté française ou francophone de Nouvelle-Angleterre. Il y a beaucoup d'organisations. On a parlé de la Chambre de commerce franco-américaine, il y a le French Tech Hub, il y a les conseillers du commerce extérieur, il y a une mission scientifique au consulat de Boston, il y a Boston Accueil, AMAF, l'Alliance française de Providence, il y a le Centre culturel français à Boston, il y a l'Alliance française du lac Champlain, il y a le Franco-American Heritage Center dans le Maine, il y a un centre franco-américain dans le New Hampshire. Donc il y a vraiment beaucoup d'organisations et d'organismes qui existent et qui pas forcément communiquent les uns avec les autres. Donc l'existence d'un conseiller consulaire permettra justement de mettre ces différentes personnes en relation et de favoriser les échanges, les partenariats, éventuellement les collaborations sur des événements, sur des actions, etc. Et nous pensons que ça c'est vraiment quelque chose qui pourra aider les citoyens de Nouvelle-Angleterre justement à participer, à être plus actifs et en tout cas être plus au courant de ce qui se passe. Nous proposons également, donc au-delà de l'information, c'est vraiment d'organiser des conférences sur des thématiques spéciales, comme par exemple des choses que nous avons pu faire par le passé en invitant des représentants de la Caisse des Français de l'étranger ou des gens de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à participer à des conférences, à expliquer un petit peu quel est le travail de l'organisation, quelle est leur relation par rapport aux Français, comment les Français de l'étranger peuvent bénéficier de leurs services. Et donc ça peut se faire donc dans ces domaines que je viens de citer, mais aussi dans des domaines politiques, dans le domaine économique, dans le domaine culturel. Donc d'avoir un artiste français qui est de passage dans la circonscription, aller à la rencontre directe des Français. Donc nous, on pourrait être
donc un vecteur pour organiser ça et permettre justement, donc, encore une fois, plus de solidarité et de connaissance de ce qui se passe dans la communauté française. Enfin, le dernier thème, la fiscalité, qui est vraiment quelque chose qui revient donc très régulièrement dans les emails que vous nous envoyez et dans les différentes conversations qu'on peut avoir dans les événements auxquels on participe donc pendant cette campagne. Donc d'abord, c'est informer et expliquer les règles fiscales qui s'appliquent aux Français de Nouvelle-Angleterre. Alors c'est vrai qu'il y a aussi un déficit d'information. Souvent, les gens ne sont pas au courant des différentes choses qu'ils doivent faire en fonction de leur statut. Alors c'est vrai que ça dépend beaucoup s'ils sont résidents français, résidents américains ou pas. Mais typiquement, donc si on est résident américain, on doit évidemment payer des impôts aux États-Unis, mais on doit déclarer par exemple tous les revenus, y compris des revenus en France. Alors il y a une convention fiscale entre la France et les États-Unis qui permet justement de ne pas payer l'impôt 2 fois sur les mêmes revenus. Mais il y a quand même certains revenus qui doivent être déclarés en France. Donc voilà, donc c'est assez complexe, il y a pas mal de facettes à ce problème, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc nous, par le passé, nous avons accompagné beaucoup de gens justement dans ce type de démarche. On a mis sur notre site internet françaisdenouvelle-angleterre.org un descriptif précis des choses qui doivent être déclarées en France. Donc qui tournent aussi sous le coup de la convention fiscale franco-américaine, et donc qui ne sont pas taxés ici aux États-Unis, mais qui doivent quand même être déclarés. Et au nom de la convention fiscale, on obtient une déduction d'impôt. Donc ça, c'est encore une fois la mission d'information, d'explication, d'accompagnement que nous trouvons vraiment essentielle pour les nouveaux conseillers consulaires. Alors le deuxième point ici sur combattre la double imposition des prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers. C'est peut-être un thème dont vous avez entendu parler, on va dire dans la dernière année, donc sur 2013. En fait, ce qui existe ici, c'est que les revenus immobiliers, on va dire, sont taxés en France. Sont imposés, avec des prélèvements sociaux comme la CSG ou le CRDS, et donc on doit payer des impôts en France sur ça, de la même manière que les Français en France payent ces impôts-là. Cela dit, les prélèvements sociaux ne font pas partie de la convention fiscale entre la France et les États-Unis. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que des impôts sont payés en France, donc au titre de ces prélèvements sociaux, mais ils doivent être également payés aux États-Unis parce que ces revenus immobiliers sont entièrement soumis à l'impôt. Et les prélèvements sociaux ne sont pas déductibles donc des impôts aux États-Unis. Et donc du coup, ça résulte d'une double imposition de ces prélèvements sociaux-là en France et aux États-Unis. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'il faut changer, parce que voilà, ça va évidemment même contre l'esprit même de la convention fiscale qui est censée éviter les doubles impositions. Donc ça, on sait que c'est quelque chose qui est en cours à Paris. Donc il y a des propositions de sénateurs dans ce domaine-là, mais c'est une renégociation de la convention fiscale qui doit intervenir. Évidemment, c'est pas facile, mais plus il y a de soutien et plus il y a d'élus qui poussent derrière, plus il y a de chances que ça arrive à être fait. Alors ensuite, même chose sur le dernier point ici sur le domaine de la fiscalité, militer pour la réduction du taux d'imposition sur le revenu des plus-values immobilières au niveau européen. Donc en fait, en France, quand on fait une cession immobilière, si on fait une plus-value sur cette cession, donc on a un appartement, une maison, et qu'on la vend et qu'on fait un bénéfice, il y a une imposition sur la plus-value, comme pour n'importe quel Français qui habite en France. Cela dit, le taux d'imposition n'est pas le même qu'on soit un Français en France ou dans un pays européen, par opposition à un Français qui habiterait à l'étranger, en dehors de l'Europe. Et donc la différence, c'est qu'il y a un taux de 19% pour les Français en France et en Europe, et un taux de 33,33%
en dehors. Et donc évidemment, ça c'est un niveau de surtaxation des Français en dehors de l'Europe qui n'a pas lieu d'être et qui devrait être donc rabaissé au même taux de 19% comme pour tout le monde. Donc là encore, c'est quelque chose que les députés, les sénateurs socialistes, Europe Écologie Les Verts, PRG, et MRC, donc les gens de gauche, pardon, défendent au niveau national. Et donc on espère là encore que avoir l'appui au niveau local des conseillers consulaires et donc des Français permettent de faire bouger un petit peu les choses et de rectifier ce taux d'imposition. Donc voilà pour les grandes lignes des engagements donc de notre liste des Français de Nouvelle-Angleterre. Nous sommes évidemment disponibles pour répondre à toutes vos questions si vous en avez sur ces engagements-là. Voilà, donc on va ouvrir aux questions. Alors, on a une première question. On nous demande, alors il s'agit de Jean-Marc qui habite à Portland, qui nous demande où est le bureau de vote ou les bureaux de vote pour l'élection à l'urne. Alors cette année, le bureau de vote est unique, donc il n'y aura qu'un seul bureau de vote et il se trouvera au consulat général de France à Boston. Et donc ça se trouve le consulat se trouve au 31 St. James Avenue à Boston. Voilà. Et donc le vote se fait au consulat donc de 8h à 18h. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Voilà. Alors, on a une question de Marie-Thérèse qui nous demande: que devient l'AFE après l'élection du conseiller consulaire? Alors Corinne, est-ce que c'est quelque chose que tu veux répondre? Oui, oui, oui. Alors l'Assemblée des Français de l'étranger ne va pas disparaître. On a simplement une nouvelle organisation. Donc on a comme je le disais tout à l'heure, 443 conseillers consulaires élus à travers le monde. Et parmi ces 443 conseillers consulaires seront élus 90 conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc ils seront élus parmi les conseillers par les conseillers. Donc c'est une élection indirecte. Et donc ces 90 conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, donc ils cumuleront la fonction de conseiller consulaire et la fonction de conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger. Ces 90 conseillers à l'AFE continueront à travailler donc au niveau mondial en se réunissant en session plénière à Paris. Normalement, ça va être maintenu deux sessions plénières par an et cela leur permettra, comme c'était le cas auparavant, d'échanger. Ils vont travailler en 6 commissions et cela permettra d'échanger sur des thématiques particulières, que ce soit sur enseignement, culture, affaires sociales, affaires économiques, ou des questions plus institutionnelles. Et donc d'échanger entre eux, de comparer les situations locales, de regarder quels sont les problèmes convergents, les problèmes divergents, quelles sont les solutions qui ont pu être apportées ailleurs, voir si elles sont adaptables globalement au niveau du monde entier. Donc cet échange-là est très important. Et aussi, les sessions en plénière à Paris ont l'avantage de permettre à ces conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger d'être en relation directe avec l'administration, donc de pouvoir travailler, discuter aussi directement avec l'administration du ministère des Affaires étrangères qui s'occupe spécifiquement des Français de l'étranger, et puis aussi de voir aussi de visu les parlementaires, parce que même si bien entendu les conseillers consulaires auront accès tout au long de l'année aux députés et aux sénateurs, en tout cas les députés et les sénateurs qui font bien leur travail ont tout intérêt à être en contact permanent avec les conseillers consulaires. Le fait d'être à Paris 2 fois par an permet quand même des échanges de visu qui sont souvent un peu plus productifs. Et donc ça sera maintenu. Et
Juste un dernier point là-dessus pour préciser le mécanisme. Les 90 conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger qui seront élus donc par les conseillers consulaires seront en fait élus sur des circonscriptions. Il y aura un découpage de 15, il y a un découpage de 15 circonscriptions à travers le monde. Donc il y a une circonscription pour les États-Unis uniquement. Et donc ce seront les 37 conseillers consulaires élus à travers les États-Unis, dont les 3 de Boston, qui éliront 7 personnes, 7 conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, donc qui auront ce rôle plus international d'aller de travail en commun avec Paris et avec les autres conseillers à travers le monde. Merci Corinne d'avoir répondu. Et puis quelque chose que je n'avais pas dit au début aussi, le mandat dure 6 ans, c'est quelque chose que je n'avais pas dit tout à l'heure, mais ça vaut le coup de le préciser, les mandats des conseillers consulaires, et c'est pour ça. C'est 6 ans. Donc ça, c'est plus long que ce que était, ou c'est la même chose que les anciens conseillers AFE? Même chose. C'est la même chose que les anciens conseillers AFE et c'est la même chose que les sénateurs. Voilà. Ok. Alors, on a une question de Stéphane de Boston qui nous demande un peu plus de précision sur les bourses et comment ça fonctionne, comment peut-on obtenir une demande de bourse, quel est le rôle du conseiller consulaire. Alors, les bourses, donc il faut remplir un dossier, et donc ça on peut mettre des informations sur notre site internet. Donc c'est 2 fois par an, il y a des commissions de bourse qui regardent donc les dossiers qui ont été soumis en vue de la rentrée scolaire suivante. Donc là, on vient juste d'avoir la première commission de bourse à Boston qui a eu lieu donc la première semaine de mai. Et la façon dont fonctionne un dossier, c'est que vous devez remplir donc un formulaire qui vous demande un certain nombre d'informations sur vos revenus, vos charges, le nombre d'enfants à charge, le nombre d'enfants scolarisés, évidemment les frais de scolarité, etc. etc. Et il y a un calcul qui est effectué pour définir ce qu'on appelle une quotité de bourse, c'est-à-dire un pourcentage des frais de scolarité qui peuvent être donc pris en charge par une bourse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le pourcentage de prise en charge d'une bourse, quand on a plusieurs enfants qui sont scolarisés et pour lesquels on fait une demande de bourse, le pourcentage est le même. La quotité est par famille. Donc par exemple, si vous obtenez 100% de bourse pour votre premier enfant, le deuxième enfant aura également 100% de bourse, puisque tout est fait au niveau d'une famille. Donc là, et là, le rôle du conseiller consulaire là-dedans, alors ça peut être en amont de vous aider de vous accompagner dans la création du dossier, de éventuellement faire une simulation, puisque le calcul il est connu et les coefficients utilisés pour le calcul sont connus, donc pour voir si ça vaut le coup ou pas de faire une demande de bourse. Alors évidemment après, le calcul qui est fait pour la définition de la quotité, il est toujours ensuite soumis à la commission des bourses qui doit décider oui ou non de prendre cette quotité, de l'augmenter, de la diminuer, etc. Mais donc ça donne toujours une bonne indication a priori de si ça vaut même le coup de faire la demande de bourse. Et donc ensuite, tous ces dossiers sont passés en revue par la commission des bourses, donc au consulat. Jusqu'à présent, ça a été donc une réunion entre les membres du consulat qui s'occupent donc des affaires scolaires, entre donc les directeurs des établissements homologués, donc les gens du lycée international de Boston, de l'école française du Maine et de l'école franco-américaine du Rhode Island, et qui permettent donc de passer en revue chacun des dossiers et de vérifier qui donc a droit à une bourse et pour combien en pourcentage. Alors, ce que je peux dire, c'est que pour la dernière commission de bourse, il y a eu quelques refus, mais bon, c'était toujours parce que les revenus étaient bien au-dessus donc des plafonds qui sont appliqués pour les demandes de bourse. Il y a eu très peu de diminution de bourse.
Si je me rappelle bien, ça doit être uniquement 3 ou 4 dossiers sur 56 familles, hein. Mais pour chacun d'entre eux, c'était une réduction par rapport à la bourse de l'année dernière, parce qu'il y a eu une augmentation significative des revenus. Et donc il est placé du coup hors barème. Sinon, pour tous les autres, ça a été soit une reconduction de la bourse, soit une augmentation, ce qui est quand même une bonne nouvelle, puisque a priori ça permettra d'éviter une déscolarisation des enfants dans ces écoles-là. Et donc le conseiller consulaire, puisqu'il il fera partie de cette commission des bourses, pourra justement, en connaissant les familles, pouvoir apporter, mettre en lumière un petit peu le dossier de bourse et pourquoi une demande de bourse est faite, etc. Et donc si la commission elle-même a des questions sur donc justement sur le dossier de la famille, c'est bien que le conseiller consulaire puisse voilà, participer à la discussion et apporter donc des informations complémentaires quand il y en a besoin. Alors, on a une autre question de Eric qui qui vient de Worcester, donc dans l'ouest du Massachusetts. Est-il encore possible de faire une procuration et quel est le délai? Alors, Corinne, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on peut faire donc une procuration jusqu'à la veille du vote, normalement, même si c'est toujours bien de le faire au moins quelques jours avant le vote pour s'assurer que tout le paperwork soit fait. C'est bien ça? Oui, oui, normalement on peut le faire tardivement, oui, jusqu'à la veille. Le problème c'est il faut se déplacer au consulat pour faire la procuration. Voilà. Ou je pense que des consuls honoraires ont la possibilité de prendre des procurations, mais dans ce cas les délais sont peut-être un peu plus longs parce qu'il faut dans ce cas qu'ils aient le temps d'acheminer les procurations. Euh, donc il vaut mieux s'y prendre cette semaine si vous voulez faire une procuration pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc comme Corinne l'a dit, les procurations, donc si c'est pas avec un consul honoraire, pardon, donc ça va faire directement au consulat et on peut s'y présenter sans rendez-vous pour ce genre de papier. Et il faut arriver avec des informations sur le mandataire, donc la personne à qui vous allez donner mandat pour voter pour vous. Et donc le type d'informations à donner, c'est évidemment nom, prénom, nom d'épouse pour les femmes mariées. Je crois que c'est date de naissance et lieu de naissance, profession et domicile pour vérifier, pour que l'administration consulaire puisse vérifier qu'on donne procuration à la bonne personne par rapport à son inscription sur le registre des Français de l'étranger. Donc il suffit de se présenter, de donner cette information et vous aurez un reçu qui attestera de ça, de la procuration. Ce qui est très important à faire, c'est de notifier votre mandataire. Donc la personne à qui vous donnez mandat, il faut que ce soit vous qui lui disiez que vous l'avez nommé comme mandataire, parce que le consulat et l'administration française n'a pas pour habitude de le faire. C'est pas dans la procédure. Donc c'est vraiment à vous de contacter le mandataire pour qu'il soit bien au courant. Et si vous ne connaissez pas si vous n'avez pas de mandataire, mais que vous cherchez un mandataire, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on peut vous mettre en relation avec des gens. Je crois que Corinne, tu voulais ajouter Et quelque chose? le mandataire doit bien sûr être quelqu'un qui est inscrit, qui peut voter lui-même. Oui, Il faut que ce soit quelqu'un qui est inscrit sur la liste électorale du consulat. voilà, exactement. Alors, on a une question de Claude de Providence. Que se passe-t-il si le conseiller élu quitte Boston? Donc j'imagine quitte la circonscription consulaire pour laquelle il ou elle est élu. Corinne? Oui. Il est automatiquement démissionnaire à partir du moment où il quitte Boston. Il quitte la circonscription consulaire en tout cas. Il faut être résident pour être. C'est un rôle d'élu local, donc il faut être résident et il faut être inscrit sur la liste consulaire de manière légale, c'est-à-dire qu'il faut donc y vivre véritablement pour pouvoir être élu. Et donc si on déménage, si on quitte la Nouvelle-Angleterre, on ne peut plus continuer à exercer ce rôle de conseiller consulaire. Et donc c'est la personne suivante sur la liste qui devient le nouveau conseiller élu. Donc, parce que c'est une élection, comme c'est une élection de liste, donc c'est une élection à la proportionnelle, donc les trois
les 3 conseillers pour le consulat de Boston seront élus selon un calcul à la proportionnelle. C'est une élection juste à un tour. Et donc, comme il y a 6 candidats, c'est pour ça qu'il y a plus de candidats que de places disponibles sur les listes. Les listes présentent 6 candidats alors qu'il y a 3 sièges au total, justement pour cette possibilité, pour qu'il y ait des remplaçants si jamais les conseillers doivent partir. D'accord, merci Corinne pour ces précisions. Donc on arrive au terme de cet échange. On a encore plusieurs questions qui nous ont été envoyées. Donc ce que je propose, c'est qu'on va répondre aux personnes directement sur les questions, puisqu'en particulier ce sont des questions sur des dossiers personnels. Donc on vous répondra directement par email. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter, voilà, ici par internet directement, donc françaisdenouvelle-angleterre.org. Il y a une page contact où vous pouvez remplir un petit formulaire qui nous contactera. Et ensuite, par adresse email directe, donc bonjour@françaisdenouvelle-angleterre.org. Et nous répondrons à toutes vos questions. Encore une fois, merci beaucoup à tous les participants, toutes les personnes qui nous ont rejointe ce soir. Merci, un très grand merci à Corinne, parce que là, il est quelle heure? Il est 1h du matin à Paris, donc d'être resté aussi tard pour participer à cette conversation avec nous. Voilà, donc merci à tous. N'oubliez pas de voter, le vote internet est ouvert jusqu'à mardi prochain, très tôt le matin, donc votez d'ici lundi, et sinon votez à l'urne le samedi 24 mai. Encore merci à tous et bonne soirée.